Ah, la Terre, le troisième rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début.
La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud comme sur Vénus. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. La rotation est une chose drôle, pas dans le sens marrante, mais plutôt du genre étrange. Non seulement tu ne peux pas la sentir, mais toutes les choses la suivent. Des galaxies aux atomes, l'univers nous fait tourner. Étrangement, il a été plus difficile de prouver que la Terre tourne sur elle-même que de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. En 1610, Galilée, le père de la science expérimentale, a fourni la première preuve que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Galilée a montré dans son télescope que Vénus passait par des phases comme la Lune. La seule conclusion possible était que Vénus tournait autour du Soleil. Affaire classée, les planètes tournent. Mais ce n'est que 241 ans plus tard, le 31 mars 1851 pour être exact, que Léon Foucault a prouvé que la Terre tournait elle aussi. Foucault a installé un pendule géant au plafond de 67 mètres de haut du Panthéon à Paris. Cela fait beaucoup de paix. Une foule de scientifiques et de journalistes observaient le sol tourner sous le pendule géant. « La Terre tourne !» crièrent-ils alors. CQFD. Un autre aspect étrange de la rotation est que, bien que la Terre tourne à une vitesse constante, la surface de la Terre se déplace à des vitesses différentes selon les latitudes. Il en va de même pour chaque planète et chaque étoile. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace plus rapidement, à 1670 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui n'est que de 1225 km/h. À mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord ou sud, à 45 degrés de latitude, la Terre tourne à 1180 km/h.
Si tu es au pôle Nord ou Sud, il te faudrait 24 heures pour faire un seul tour sur toi-même. Et ce serait en plus à la fois ennuyeux et froid. L'un des résultats de ces vitesses de rotation différentielle de la Terre est qu'elle crée des ceintures et des bandes non seulement dans l'atmosphère, mais aussi à la surface de la Terre. Jupiter, bien entendu, est célèbre pour les ceintures et les bandes dans ses nuages causées par la rotation rapide de la planète géante à environ 45 000 km/h. Les ceintures et les bandes à la surface de la Terre sont moins connues, mais nous en avons aussi. Nous avons de la glace blanche au pôle nord et sud, et entre les deux pôles, il y a une alternance de ceintures et de bandes de désert de sable sec et de végétation verte humide. Cette géographie essentielle est particulièrement visible lorsque l'on regarde la Terre tourner dans l'espace. Les agences spatiales utilisent la rotation différentielle de la Terre à leur avantage. Elles lancent leurs fusées aussi près que possible de l'équateur. La NASA utilise Cap Canaveral, près de la pointe sud de la Californie, et l'ESA, l'agence spatiale européenne, utilise le centre spatial de la Guyane, en Guyane française, en Amérique du Sud, presque exactement à l'équateur. Comme le sol sous une fusée près de l'équateur tourne à une plus grande vitesse, cela donne à la fusée une impulsion dans l'espace que les sites de lancement près des pôles ne peuvent pas fournir. On cherche toujours à économiser du carburant, tu vois. En parlant de Jupiter, comme je l'ai fait il y a environ 3 paragraphes, l'axe de rotation de la grande planète est encore moins incliné que celui du Soleil. Le Soleil est incliné à un angle d'environ 6 degrés, alors que Jupiter est incliné de 3 degrés seulement. Jupiter se tient presque parfaitement droit, ce qui, combiné à la grande vitesse à laquelle Jupiter tourne, sa journée entière dure moins de 10 heures. Cela fait de Jupiter un gyroscope géant. La stabilité gyroscopique de Jupiter, combinée à son énorme gravité, confère une stabilité à l'ensemble du système solaire. En d'autres termes, Jupiter empêche les facteurs de chaos de perturber les orbites des autres planètes. Si Jupiter ne tournait pas comme un gyroscope stable, le système solaire n'aurait jamais pu rester intact pendant les milliards d'années qu'il a connus. Les systèmes solaires des exoplanètes montrent des signes de chaos dans leurs orbites. Ils pourraient utiliser un gyroscope comme Jupiter pour les maintenir ensemble. La rotation est le véritable héros ici. Quant au Soleil, sa rotation différentielle a un effet important sur l'activité des taches solaires. Les taches solaires sont des points ou des taches qui apparaissent parfois à la surface du Soleil, généralement à des latitudes moyennes dans les hémisphères nord et sud du Soleil. Lorsque l'activité des taches solaires augmente sur le Soleil, les taches solaires commencent à se rapprocher de l'équateur. Peu de taches solaires sont visibles près des pôles. Avec la rotation différentielle, les gaz à l'équateur du Soleil se déplacent plus rapidement que les gaz au pôle de celui-ci. Ce mouvement différentiel des gaz tord les lignes de champ magnétique dans le Soleil, ce qui provoque leur rupture. Les taches solaires sont des éruptions magnétiques qui s'élèvent à la surface du Soleil, projettent des gaz électrisés loin dans l'espace et émettent un rayonnement ultraviolet très intense, souvent en direction de la Terre. Wow! Rassure-toi, la rotation différentielle de la Terre nous protège. Non seulement la Terre tourne de manière différentielle à sa surface, mais aussi en son centre. Les études des relevés sismiques des ondes de choc des tremblements de terre indiquent que le noyau métallique de la Terre tourne légèrement plus vite que la surface de notre planète. Les scientifiques pensent que la rotation différentielle du noyau métallique de la Terre au sein du liquide métallique qui tourne plus lentement crée la magnétosphère qui part des pôles de la Terre et s'étend loin dans l'espace. Cette magnétosphère protège la Terre des gaz électrisés provenant du Soleil. Vive la rotation! Au loin! Le mégaséisme de 9.0 en 2011, au large des côtes du Japon, a réorganisé la masse de la croûte terrestre et a provoqué une accélération de la rotation de la Terre. La journée a raccourci. Pas beaucoup plus court, 1,6 millionième de seconde. Mais nous sommes habitués à voir la rotation de la Terre ralentir. La rotation de la Terre, sous l'action de la marée due à l'effet gravitationnel de la Lune sur les océans, draine l'énergie cinétique de la rotation de la Terre, ce qui entraîne un ralentissement de la planète. Chaque jour devient plus long, environ 2 millièmes de seconde de plus. Eh bien, je dois encore ajuster ma montre. Les années bissextiles, nous le savons tous, sont celles où nous avons un jour au calendrier tous les 4 ans, le 29 février, pour redresser la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil, qui dure 365 jours et un quart. Mais les secondes intercalaires sont ajoutées aux horloges de temps à autre pour les synchroniser avec le ralentissement de la rotation de la Terre et permettre de rattraper le retard. Comme si la Terre se souciait de nos montres. 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis 1972. La dernière seconde intercalaire a été ajoutée le 31 décembre 2016 et a fait afficher aux horloges 6h59 60 secondes PM. Oui, je ne l'avais pas remarqué non plus. Mais la rotation de la Terre s'est accélérée de manière inattendue ces derniers temps.
Normalement, il faut 86 400 secondes à la Terre pour effectuer une rotation, mesurée par un ensemble d'horloges atomiques situées dans différents endroits de la planète et coordonnée par un service spécial à Paris. Oui, on paye des gens pour ça. Le 19 juillet 2020 a été le jour le plus court jamais enregistré, soit 1,46 millisecondes de moins que les 86 400 habituels. Nom de Dieu! Si cela continue encore pendant 5 ans, ils devront peut-être ajouter une seconde intercalaire négative pour synchroniser nos horloges avec la rotation croissante de la Terre. Les ordinateurs et les satellites ne vont pas aimer voir leurs horloges affichées, 1er janvier à 0 heure, et on dit que le temps ne peut pas reculer. Au moins, la Terre ne s'est pas mise à tourner à l'envers ou à s'arrêter complètement de tourner. Ce serait catastrophique. Tout s'écraserait en avant à la vitesse différentielle de rotation de la Terre. Pourtant, c'est ce qui semble être arrivé à la planète la plus proche de la Terre, Vénus. Vénus tourne très lentement en arrière, en rétrograde, et c'est très inhabituel. Comment cela se fait-il? Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi Vénus tourne en mouvement rétrograde, alors que toutes les autres planètes tournent en mouvement prograde, c'est-à-dire en avant. Les liquides à l'intérieur d'une sphère en rotation, comme une planète, ont beaucoup d'inertie. C'est pourquoi, lorsque tu sors un œuf du réfrigérateur, par exemple, et que tu essayes de le faire tourner, il ne tourne pas. Le liquide à l'intérieur reste immobile. Son inertie résiste à la tentative de le faire tourner. Cependant, si finalement, après de nombreux tours, tu parviens à faire tourner l'œuf cru, il sera difficile de l'arrêter de tourner. Si tu le prends et le reposes, l'œuf recommence à tourner. Parce que l'inertie du liquide à l'intérieur continue d'avancer. Tu as seulement empêché la coquille de tourner. Quelque chose comme ça a pu arriver à Vénus. Attends une minute. Vénus? Backspin? Tennis? Je pense qu'il y a un lien ici, quelque part. Nous savons que sur la planète Vénus, un jour est plus long qu'une année. Il faut plus de temps à Vénus pour faire une fois une rotation lente vers l'arrière qu'il ne lui faut pour faire une fois le tour du Soleil. Mais Vénus ralentit de façon spectaculaire, de 6,5 minutes au cours des 25 dernières années. S'il y a encore du liquide à l'intérieur de Vénus et que le mouvement se poursuit, nous pourrions voir Vénus arrêter complètement de tourner à l'envers et recommencer à tourner vers l'avant. Allez Vénus, fais comme tout le monde! Cette histoire de rotation rétrograde et prograde est assez mystérieuse. Il semble que tout a tendance à tourner dans un mouvement prograde. Si tu mets ta main droite en boule et que tu lèves ton pouce pour indiquer le nord, puis que tu recourbes ton poignet vers toi, tu effectues un mouvement prograde. Tes doigts du côté gauche de ta main se déplacent vers toi. Les trous noirs, les systèmes solaires, les galaxies, les atomes, les étoiles, etc. semblent tous tourner de manière prograde, selon l'angle sous lequel on les observe. Les expériences menées au Grand Collisionneur de Hadron indiquent que les particules subatomiques tournent vers la gauche, de manière prograde. Il semble donc que nous soyons dans un univers à gauche. Alors, pourquoi est-il si difficile de trouver un ouvre-boîte manuel ou un mètre-ruban pour gaucher? Je n'en sais rien, c'est un vrai mystère. Nous sommes en 2065 et tu te tiens sur la surface poussiéreuse de la Lune, travaillant sur la dernière rangée de panneaux solaires qui aidera à alimenter le réseau énergétique de la ville. Soudain, la surface se met à trembler. Est-ce un tremblement de lune? Ou est-ce que ces adolescents lunatiques font encore la fête à la mairie? Tu lèves les yeux vers la Terre. Tu y es tellement habitué que tu la remarques à peine. Mais là, elle semble différente. Il te faut quelques instants pour comprendre pourquoi. On dirait qu'elle rétrécit. Tu commences à paniquer. La Terre s'éloigne. Le sol gronde à nouveau et tu comprends ce qui se passe. La Terre ne bouge pas, ce qui bouge, c'est ce sur quoi tu te tiens. La Lune a quitté son orbite et se dirige vers l'espace profond. Destination inconnue. Ce qui est étrange, c'est que cela se passe en ce moment même, et depuis très longtemps. Cela affecte même la longueur de nos journées. Au bout du compte, la Lune s'éloignera complètement, ce qui altérera considérablement les océans de notre planète. Pour explorer ce qui va se passer, revenons un peu en arrière afin de mettre tout ça en perspective. La Lune tourne autour de nous depuis 4,51 milliards d'années. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est née. La principale est qu'elle s'est formée lorsqu'un gros objet s'est écrasé contre la très jeune Terre. Le système solaire primitif était un endroit chaotique. Un certain nombre de corps stellaires ont été créés qui n'ont pas réussi à devenir des planètes à part entière. L'un de ces corps, aussi grand que Mars, s'est écrasé contre la Terre, projetant d'énormes morceaux de la croûte de notre planète
dans l'espace. La gravité a fait son travail et a lié ces éléments séparés les uns aux autres. Ceci explique pourquoi la Lune est composée de particules plus légères que celles que nous trouvons ici, sur Terre. Des milliards d'années plus tard, nous sommes plus qu'habitués à avoir la Lune à nos côtés. Elle affecte tellement de choses dans notre vie quotidienne, la plus évidente étant le mouvement des marées. L'attraction gravitationnelle, ou force de marée, que la Lune exerce sur notre planète, crée justement ces marées. Cette force fait que toute l'eau à la surface de la Terre se déplace du côté où la Lune l'attire. Le schéma simplifié est qu'elle se déplace vers l'intérieur depuis le haut et le bas de notre planète, tout en poussant vers l'extérieur depuis les côtés. La Terre a également un effet sur la Lune que nous aborderons dans une minute. Mais il semblerait que la Lune n'apprécie pas notre compagnie autant qu'on pourrait le croire. Elle s'éloigne lentement de nous au moment même où nous parlons. La Lune peut sembler petite ou grande selon le cycle lunaire, mais en réalité, elle fait un peu plus d'un quart ou 27% de la taille de la Terre. Le diamètre de l'orbite de la Lune autour de nous est de près de 768 000 km. Mais ce diamètre augmente de 3,8 cm chaque année. Ce qui, bien sûr, signifie qu'elle s'éloigne d'un facteur de 3,8 cm chaque année. Pour expliquer pourquoi, nous devons analyser notre relation avec la Lune d'un peu plus près. Les deux corps célestes sont en rotation synchrone. Nous sommes synchronisés de telle sorte que nous voyons toujours le même côté de la Lune. L'hémisphère que nous ne voyons jamais est souvent appelé la face sombre, mais ce n'est pas tout à fait exact. Comme la Lune tourne autour de la Terre, différentes parties se trouvent ensoleillées ou dans l'obscurité à des moments différents. Ce changement d'illumination est la Lune qui traverse ces différentes phases. Les forces de marée n'affectent pas seulement nos océans, mais aussi la planète elle-même. La structure de la Terre étant plus rigide que celle de l'eau, les marées sur une matière plus solide, comme la croûte terrestre, ont un effet beaucoup plus atténué. Les forces de marée sont interdépendantes. Le champ gravitationnel de la Terre applique également des forces de marée sur l'ensemble de la Lune. Encore une fois, comme nous ne parlons pas de fluide, l'effet est très faible, mais il est là. Cet échange de forces est assez complexe. L'intérieur des deux corps est chauffé par ces forces, tout comme la force appliquée à tout objet peut générer une friction ou sa propre chaleur. Prends la planète Jupiter par exemple, et sa lune Io. Les forces de marée de la planète géante sont si énormes que la surface d'Io, qui est solide, se soulève et s'abaisse de plusieurs centaines de mètres à chaque période de rotation. La chaleur générée signifie que l'intérieur d'Io est très probablement en fusion. Par conséquent, la surface d'Io est couverte de volcans actifs. C'est l'un des endroits les plus géologiquement instables de notre système solaire. Malgré sa chaleur, ce n'est certainement pas l'endroit où emmener la famille pour des vacances à la plage. Retour sur Terre. Notre planète tourne sur son axe une fois toutes les 24 heures. Et la Lune effectue une révolution autour de nous en 27,3 jours. Le renflement de la Terre accélère en fait le mouvement de la Lune. La Terre tire cette dernière en avant sur son orbite. En d'autres termes, le renflement de la Terre augmente le rayon de l'orbite de la Lune autour de nous. Pendant ce temps, la Lune tire la Terre en arrière, ce qui ralentit sa vitesse de rotation, mais juste d'une fraction. Une toute petite fraction. Cela signifie que dans 100 ans, un jour sur Terre sera plus long de 2 millisecondes qu'aujourd'hui. L'équivalent d'un clignement d'yeux. De plus, comme la Terre est plus grande, la force de gravitation est plus forte, ce qui fait que la Lune accélère lentement. Au fil du temps, son orbite deviendra de plus en plus grande. Cela nous ramène à cette fameuse mesure de 3,8 cm. Cela peut sembler peu, mais sur une longue période de temps, ça devient significatif. Faisons un bond en avant dans des milliards d'années, où nous pouvons voir que l'orbite de la Lune est si grande qu'elle quitte notre plaisante compagnie, de façon permanente. Qu'arrive-t-il alors à nos océans? Tu l'as déjà deviné, les marées vont cesser d'exister. Cela donnera des mers très calmes pour toutes les sorties en bateau. Enfin, s'il reste des humains dans, 50 milliards d'années. Avant cela, à cause de la rotation synchrone qui ralentit la vitesse de rotation de la Terre,
il est possible que la Terre ralentisse suffisamment pour faire face à la Lune de façon permanente. En retour, cela pourrait empêcher la Lune de s'éloigner de nous. Imagine l'effet sur notre planète si nous arrêtions de tourner. Une moitié sera toujours dans l'obscurité, l'autre dans la lumière. Cela perturbera nos saisons et la vie naturelle. Bien que cela semble dramatique et que la perte des marées soit un phénomène important, il y a d'autres choses plus sérieuses à craindre qui se produiront avant. Dans 1/10 de ce temps, soit 5 milliards d'années, notre Soleil aura probablement consumé la Lune et la Terre. Oui, notre Soleil va organiser une fête d'échelle galactique comme notre système solaire n'en a jamais vu. Et tout le monde est invité. Le Soleil brûle continuellement l'hydrogène de son noyau pour le transformer en hélium. En ce moment, il est à peu près à la moitié de son cycle de vie. Vers la fin, il n'aura plus d'hydrogène dans son noyau. Le Soleil finira par devenir une géante rouge. Selon les prévisions, sa surface atteindra Mars. C'est alors que les forces gravitationnelles prendront le dessus. La Terre sera entraînée dans ce nouveau Soleil et se désintégrera. Le Soleil deviendra 10% plus lumineux tous les milliards d'années. Donc, bien avant que la planète ne soit totalement détruite, la chaleur aura fait fondre toute la glace et fait frire presque tout ce qui vit. Tous nos océans se seront également asséchés. Donc, quoique la planète ait encore une espérance de vie de 5 milliards d'années, tout ce qui vit dessus n'en a peut-être que pour 1 milliard. Pour résumer, la Lune peut s'éloigner de la Terre, mais le Soleil aura anéanti les deux bien avant que les marées ne se soient arrêtées. Éloignons-nous de ce sujet brûlant et revenons à la relation fraternelle entre la Lune et la Terre. Le fait que la Lune ait la même période de rotation que la période orbitale de la Terre et de la Lune n'est pas une coïncidence. Pendant des milliards d'années, le couplage des marées des deux corps célestes a conduit à la synchronisation que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, elle continue d'évoluer. La Terre est en train de ralentir sa période de rotation. Un jour, elle correspondra à celle de la Lune et elles seront identiques. Et comme nous l'avons déjà mentionné, les jours sur Terre s'allongeront aussi. De 2 millisecondes par siècle. Pour avoir un impact significatif, il faudra plusieurs milliers d'années. Quoi qu'il en soit, il est rassurant de penser que la Terre et la Lune s'influencent mutuellement de plusieurs façons puissantes et bénéfiques. C'est presque comme si elles traînaient simplement ensemble, comme deux vieilles copines galactiques.